Ohayou gozaimasu. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui je vous repropose de vous raconter une histoire d'horreur ou plutôt une histoire incroyable. Vos retours sur la dernière vidéo m'ont fait extrêmement plaisir même si YouTube a totalement enterré la vidéo due à la démonétisation. Bref, passons. Comme d'habitude ici, pas de phénomènes paranormaux, d'histoires inventées ou d'apparitions de fantômes. Tous les faits qui vont suivre sont strictement réels et facilement vérifiables. Je vous propose de vous installer confortablement et de vous laisser emporter par le récit. Yoshie Shiratori Datsugoku. 1933. Nous sommes en 1933 dans la préfecture de Aomori et le Japon est en train de passer d'une démocratie à un état un peu plus militariste. Le communisme qui se trouve au bord du pays fait peur à la classe moyenne. Tout ça pour dire qu'en 1933, au Japon, c'était pas une période où les Japonais rigolaient beaucoup. Et dans tout ce contexte, aujourd'hui on va suivre l'histoire de Yoshie Shiratori. Pour la première fois, je vais me permettre d'utiliser son vrai nom de famille et son vrai prénom parce que ça ne peut pas lui porter préjudice. Yoshie, c'est un homme de 26 ans qui a été abandonné dès son plus jeune âge par ses parents et qui travaille aujourd'hui dans un magasin de tofu. Mais récemment, son comportement se détériore de plus en plus et il commence même à traîner avec des gangs. Il fait quelques méfaits sans être trop remarqué jusqu'au jour où ça craque. Cette année, il est suspecté de meurtre et de vol avec d'autres complices. Et comme avec les récents événements, vous commencez à connaître le système judiciaire japonais du 21e siècle, imaginez un peu celui du siècle dernier. Comme au Japon il y a présomption de culpabilité, Yoshie se retrouve du jour au lendemain coupable d'un meurtre qu'il n'a peut-être pas commis et en attente d'une condamnation à mort. En tout cas, c'est la demande qui a été formulée par le procureur et elle a de grandes chances d'aboutir. L'histoire ne raconte pas si Yoshie était véritablement le coupable de ce meurtre, mais ce qui est sûr, c'est que 2 ans après les faits, un policier a torturé Yoshie pour qu'il admette sa faute. Donc peut-être il est responsable, peut-être pas, les versions ne sont pas toutes d'accord. Qu'importe, ce n'est pas vraiment ça qui va nous intéresser dans cette affaire. Yoshie, ce n'est pas un homme fataliste. Pour lui, croupir en prison jusqu'à la fin de ses jours ou même en attendant la mort, ce n'est pas vraiment dans ses plans. 1936. Les conditions de détention sont dures, le travail est forcé et toute forme de mutinerie semble totalement improbable. Même durant l'heure de la douche, les prisonniers sont tous surveillés par quelques gardes. Les douches de l'époque, ce n'étaient pas vraiment des douches. Il y avait de l'eau dans un bac, on la récoltait avec un seau en bois, puis on se versait cette eau sur la tête pour laver tout le corps. Mais pourquoi je vous raconte tout ça? C'est parce que Yoshie, en regardant ce seau en bois, va avoir une idée très intéressante. Ce seau, il est fixé à partir de plusieurs lattes de bois fixées ensemble, le tout maintenu grâce à un fil de fer. Le matériel étant abîmé, Yoshie se dit qu'il pourrait sans doute retirer ce fil de fer sans trop de difficulté. Le jour suivant, il s'exécute, récupère le précieux fil de fer, le dissimule et retourne dans sa cellule. 5h30. Durant plusieurs mois, il a bien étudié les horaires des gardiens et il décide d'agir à 5h30 car il le sait, il y a 15 minutes de battement entre 2 tournées de garde. Il fait froid, ses mains sont gelées, mais Yoshie va rapidement réussir à crocheter la serrure de sa cellule grâce à ce fameux fil de fer. Bien sûr, il n'y a pas qu'une seule porte, mais Yoshie va réussir à les crocheter en un temps record. Une fois dehors, avec le stress et l'adrénaline, il ne ressent même pas le froid. En escaladant un petit grillage, il parvient avec succès à sortir de l'enceinte de la prison, mais ce n'est pas terminé. Il doit également sortir du périmètre de sécurité autour de cette dernière qui s'étend sur plusieurs kilomètres. 5h48. À ce moment précis, les gardes repassent devant la cellule de Yoshie, observent et s'arrêtent et constatent qu'il y a une masse qui dort sous la couette. Rien de suspect. Yoshie, avant de partir, a placé un leurre grâce aux lattes de bois du seau dont il avait retiré le fil de fer. 7h. L'heure de réveil des prisonniers. C'est à ce moment-là que les gardes s'aperçoivent de la supercherie et font donner l'alerte. Mais c'est bien trop tard, Yoshie avait déjà passé la zone de sécurité et était de nouveau dans la nature. Datsugoku Seiko. Là où notre jeune homme n'a pas de chance, c'est lorsque 3 jours plus tard, lorsqu'il tente de voler du matériel dans un hôpital, eh bien il se fait choper. Et boum, retour à la case départ, autrement dit, la prison. Il est finalement jugé et cette fois-ci il est condamné à perpétuité dans la prison de Akita. Il est transféré, mais Yoshie ne fléchit pas. Il attend juste patiemment le bon moment. Juin 1942. Étant donné que Yoshie a déjà réussi à s'évader une première fois, les gardes de la prison de Akita le traitent très sévèrement. Il travaille plus que les autres détenus et il est battu plus par les gardiens. Même parfois, Yoshie est placé en cellule spéciale appelée chambre de sédation. L'espace n'est composé que d'une seule petite pièce avec des murs très hauts, avec une petite fenêtre et une seule source de lumière, une petite lampe à 10 mètres de hauteur. Bref, la prison veut en faire un exemple pour dissuader tous les autres prisonniers de s'enfuir en brisant psychologiquement Yoshie. Toutefois, un seul gardien en chef, Monsieur Kobayashi, va permettre à Yoshie Shiratori de rester sain d'esprit. Kobayashi va le traiter comme n'importe quel autre détenu, et cette attention, Yoshie va s'en souvenir. Notre prisonnier est constamment menotté, sauf lorsqu'il mange ou lorsqu'il va aux toilettes. Mais c'est devenu un professionnel pour enlever ses menottes. Et une nuit, particulièrement pluvieuse, un garde va vérifier la cellule de Yoshie, et voilà l'impensable. Yoshie a disparu. Mais comment a-t-il pu bien faire, se dit le garde?
Eh bien laissez-moi vous raconter ça. 6 mois avant son évasion, Yoshie n'en pouvait plus des brimades des gardiens et décide de s'enfuir. Toutes les nuits, il retire ses menottes et escalade les parois de sa cellule. Je dis ça encore une fois comme si c'était facile, mais notre homme a une force incroyable au bout des doigts et est un pro de l'escalade. Il utilise le coin de la pièce pour grimper et c'est alors qu'il s'aperçoit que les barreaux de la fenêtre sont très bien fixés, mais pas leur support. Durant l'escalade, il trouve des clous rouillés dans les murs et il s'en sert pour disloquer peu à peu la grille. Bien sûr, il ne peut pas faire ça en une seule nuit. Il va alors répéter ce processus durant de longs mois où chaque matin il va prendre le soin de remettre ses menottes pour ne pas éveiller les soupçons. Lorsque la grille fut bien fragilisée, il décida d'agir un soir de tempête. Tout ça pour ne pas attirer l'attention des gardes avec le bruit de ses pas au plafond. Et c'est donc comme ça, avec plusieurs mois de travail, qu'il est parvenu à s'enfuir. 2番目の脱獄成功 Septembre 1942. Après 3 mois de cavale, Yoshie est fatigué. Il ne peut pas retrouver sa famille dans cette situation et décide alors d'amorcer un plan plus qu'ambitieux. Il souhaite traîner en justice les gardiens de son ancienne prison en dénonçant le traitement inhumain qu'ils subissaient. Comme vous pouvez l'entendre, c'est quelque peu ambitieux pour le Japon de l'époque. Mais il est conscient que pour ce plan, il a besoin de l'appui et du témoignage d'une personne interne au système pénitentiaire. Vous l'aurez compris, il part voir son ancien gardien de cellule, Monsieur Kobayashi. Ce dernier, en le voyant toquer à sa porte et à peine surpris, Yoshie va alors lui exposer son plan, tandis que Kobayashi va lui offrir le gîte. La nuit passe et le lendemain, Yoshie Shiratori est arrêté. Monsieur Kobayashi a vendu la mèche. Peut-on réellement lui en vouloir? Quel genre de problème Monsieur Kobayashi et sa famille auraient-ils pu avoir s'il avait suivi le plan fou de son ex-détenu? Quoi qu'il en soit, Yoshie voit en lui une haine grandissante et se jure de ne plus jamais faire confiance à un gardien. Il est condamné à 3 ans de prison supplémentaire à rajouter sur sa condamnation à perpétuité. Oui, c'est bizarre, mais au Japon, apparemment, on peut faire ça. Avril 1943. Yoshie est transféré dans une nouvelle prison. Il supporte très mal le froid et c'est pour ça que le gouvernement l'a placé dans la prison la plus au nord du pays, la prison de Abashiri. Là-bas, il sera détenu dans une cellule spécialement pour lui, qui laisse passer le froid de l'hiver et la chaleur étouffante de l'été. Avec des fenêtres bien sûr trop petites pour faire passer un corps. Yoshie est exaspéré, il va se rebeller à maintes reprises, non pas en enlevant ses menottes, mais en les brisant à sa seule force physique. Effectivement, en plus de toutes ces capacités que je vous ai citées précédemment, il dispose aussi d'une force physique quasi inhumaine. Mais malheureusement pour lui, il se fait rapidement stopper par ses nouveaux gardes. Il se fait tabasser et on lui resserre ses menottes. Et à force de les enlever de force, il avait des blessures innommables au niveau de ses poignets qui étaient infâmes, on voyait la chair et même les os. On raconte même que durant l'été, avec les infections, des asticots sortaient de ses blessures. Effectivement, c'était totalement inhumain, on lui enlevait jamais les menottes. Même pour manger, même pour aller aux toilettes, on lui enlevait jamais. Pour manger, il devait manger à même le sol en s'aidant que de sa bouche. Chaque soir, on lui glissait un repas avec les portions divisées par 2 pour qu'il s'affaiblisse de plus en plus. Il ne pouvait pas aller aux toilettes et il n'était autorisé à se laver qu'une seule fois par semaine. Dû à ses conditions de tortionnaire, il s'est progressivement calmé pour ne pas faire de bruit et devenir un prisonnier silencieux. Août 1944. Ce soir, dû à une panne de courant, la garde a un peu de retard. Peu de temps après, un gardien entend du bruit et va vérifier la cellule de Yoshie Shiratori. Et encore une fois, il va y voir un grand vide. Son futon et ses habits bien pliés avec ses menottes juste sur le côté. C'est tout juste s'il n'a pas laissé un petit mot pour les gardiens, bisous chérie, ne battons pas pour dîner. L'alarme retentit et la zone de sécurité est ratissée au peigne fin. Mais les gardiens ne trouvent absolument rien, pas une seule trace de Yoshie Shiratori. Comment a-t-il fait pour s'échapper encore une fois d'une cellule où il est pieds et poings liés et avec des fenêtres trop petites pour laisser passer un corps? Laissez-moi vous raconter ça. Je vais vous montrer ce que Yoshie a utilisé pour s'évader de prison. Oui, c'est de la soupe miso. Alors c'est sûr que dit comme ça, on se demande un peu comment il a fait pour s'évader juste avec de la soupe. Vous allez comprendre. Il a utilisé le sel contenu dans la soupe miso pour progressivement faire rouiller la jonction entre les barreaux de sa fenêtre et la porte en bois qui gardait sa cellule. Il en a mis également sur ses menottes pour les faire rouiller aussi. Chaque jour pendant 6 mois, il a répété ce procédé jusqu'au jour où tout se débloquerait. Mais une fois qu'il avait retiré les barreaux de sa fenêtre, comment a-t-il fait pour passer à travers le trou qui était trop petit pour faire passer un corps ? Théoriquement. Eh bien Yoshie Shiratori gardait un dernier atout dans sa manche, il peut se disloquer tous les membres de son corps à volonté. Personnellement je suis déjà allé dans cette prison de Abashiri et c'est vrai que le trou est très petit. Il a donc passé la tête à travers le trou et s'est disloqué progressivement les 2 épaules pour faire passer le reste de son corps. Donc une fois passé la porte de sa cellule, il est passé par le toit et a disparu encore une fois dans la nature. 3番目の脱獄成功 Août 1946.
Ça fait maintenant 2 ans que Yoshie est en cavale. Entre temps, le Japon a perdu la guerre et plus grand monde se souvient de l'évadé Yoshie Shiratori. Pendant ce temps, il a survécu seul, reclus dans les montagnes enneigées de Hokkaido. En chassant et en pêchant tous les jours avec des animaux tels que des ours, il attendait simplement que le temps passe afin qu'on ne se rappelle plus de lui. La vie sauvage l'a beaucoup endurci, même si de base il avait un physique assez exceptionnel. Et il faut quand même rappeler que cette vie d'ermite était véritablement un paradis pour lui à côté de ce qu'il subissait dans la prison de Abashiri. Un jour, trop curieux, il descend dans le village le plus proche et apprend les nouvelles du monde. Les Américains qui ont gagné, de l'anglais partout, l'empereur qui a abdiqué. Rassuré par ces grosses nouvelles, il se décide enfin à bouger et à retrouver sa famille, et donc il part pour la ville de Sapporo. Sur le chemin, il a faim et il vole une pastèque dans un champ. Et c'est là que tout va basculer. Le fermier non loin l'a vu et le confond avec un voleur réputé dans la région. Le combat s'engage entre Yoshie et le fermier frappe avec sa houe de toutes ses forces. Yoshie, surpuissant, lui subtilise cette dernière et demande au fermier de se calmer. Le fermier continue de crier et de le frapper et donc Yoshie réplique. Mais endurci par 2 ans de vie sauvage, notre homme ne maîtrise plus sa force surhumaine et blesse grièvement ce fermier. Et il meurt quelques heures plus tard des suites de ses blessures. Malheureusement pour lui, Yoshie va encore une fois se faire arrêter et il se fait reconnaître et donc condamné à mort pour ses nombreuses évasions et ses crimes. Il se fait incarcérer cette fois-ci dans une 4e prison, la prison de Sapporo. Février 1947. Pour être sûr qu'il ne s'échappe pas cette fois-ci, la prison de Sapporo a mobilisé toutes ses ressources. Il est surveillé 24 heures sur 24 sans le moindre répit avec 6 gardes personnellement assignés à sa surveillance. Sa cellule a été également renforcée par rapport à celle de la prison de Abashiri. Cette fois, les trous pour les fenêtres sont plus petits que sa tête et la cellule est fouillée tous les soirs. Yoshie est désespéré et regarde le plafond en espérant s'enfuir, et les gardes rient bien de sa situation. Le voyant au fond du gouffre, ils ne prennent même pas la peine de le menotter. Mars 1947. À cause du froid, Yoshie refuse de se lever de son fouton, les gardes crient mais rien n'y fait. Un jour, ils n'en peuvent plus, ils rentrent à l'intérieur de la cellule sécurisée pour violenter le prisonnier. Ils s'apprêtent à le frapper, ils retournent la couverture et... Encore une fois, Yoshie Shiratori a disparu. Mais comment a-t-il fait? Laissez-moi encore une fois vous raconter comment il a fait. Il a avoué plus tard que malgré le dispositif de sécurité bien renforcé dans sa cellule, eh bien ça a été son évasion la plus simple. La pièce spécialement conçue pour l'enfermer a été construite dans la hâte et surtout dans le but d'empêcher une évasion par les fenêtres. Mais ils ont pas fait attention au reste. C'est donc pour ça que Yoshie va appliquer le plus gros cliché des évasions, c'est-à-dire creuser un tunnel sous son lit. Il a utilisé un bol de soupe miso pour creuser chaque soir en prenant bien la peine de replacer les lattes de bois sous son futon. Il creuse un trou de 2 mètres de profondeur et ressort de l'autre côté de sa cellule, puis escalade avec aisance un mur séparant la prison de sa liberté. 4回目の脱獄成功. Janvier 1948. L'histoire commence un peu à devenir redondante là, non? Même Yoshie, il en a marre d'être en cavale. Et c'est de lui-même qu'il va se rendre à la police. Il y a plusieurs versions sur ce passage de l'histoire, mais ma préférée, c'est celle-ci. Toujours à Sapporo, Yoshie, exténué, se repose sur un banc, et sans faire trop attention, un policier s'assoit juste à côté de lui. Il est en stress total, l'adrénaline monte, et apparemment le policier ne l'a pas encore reconnu. Ils finissent par engager la discussion et discutent quelque temps, jusqu'à ce que le policier propose à Yoshie une cigarette, tout simplement. Pour vous, ça ne va pas vraiment vous représenter grand chose ce petit geste, mais pour un homme qui a été constamment frappé, humilié, torturé, battu par des représentants de l'ordre, eh bien ce petit geste, ça a tout changé pour Yoshie. Presque en larmes suite à ce geste de gentillesse du policier, le criminel se dénonce de lui-même et propose au policier de l'arrêter. Le policier, très surpris, fait son travail et ne manque pas d'écrire dans son rapport la bonne conduite de Yoshie. S'ensuit de nouveau un procès pour notre homme. Mai 1948. Le jugement. Durant cette période, la justice japonaise commençait à changer un peu et Yoshie a été jugé différemment par rapport à ses premières fois. Son accusation d'assassinat sur le fermier a été réfutée et la légitime défense a été établie. Sa peine a été également réévaluée, passant d'une condamnation à mort à 20 ans de prison ferme. Avec cette fois-ci des conditions pénitentiaires identiques à ses codétenus et dans une prison à Tokyo, là où il fait plus chaud. Yoshie Shiratori va accepter cette sentence et plus jamais il ne va tenter de s'évader de prison. Bien sûr, la prison de Tokyo qui accueille le détenu qui s'est quand même évadé 4 fois de prison dans des situations incroyables va renforcer son système de sécurité. Mais Yoshie s'y sentait très bien. Après les horreurs qu'il avait vécues, le travail forcé et les réveils matinaux, pour lui c'était vraiment le paradis. Pour tout vous dire, à la fin de ses 20 ans de détention, il a même reçu le titre de prisonnier exemplaire. Conclusion. Le 22 décembre 1961, Yoshie Shiratori est enfin libre. Pour la première fois depuis presque 30 ans, il va goûter à la vraie liberté. Il repart voir sa fille à Aomori et le 24 février 1979, à l'âge de 71 ans,
il meurt en homme libre. Ces quelques mots ont été enregistrés avant qu'il meure, et même si c'est un homme qui a commis des crimes, je trouve son histoire assez touchante. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir si ce format de vidéo vous plaît, voilà, je compte sur vous. Si c'est le cas, bien sûr, vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu et même pourquoi pas un commentaire. Moi je vous dis à la prochaine, tchuss.